Oh oui, oh oui, les amis, bel esprit, Tom Laruffa ici pour la première hashtag TLR Reviews du SmackDown du 19 juillet 2024. Et comme pour le renouveau de la chaîne, à la vôtre, je joue Franco, je joue franc-jeu, tel un vrai franc-tireur. Petite confession personnelle. Quand on a connu le catch à haut niveau, à la WWE, comme je l'ai connu pendant 4 ans, bon, c'était pas la WWE, c'était NXT, c'était le Performance Center, mais en attendant, ça restait quand même travailler pour la plus grande compagnie de catch. Quand mon aventure avec la WWE s'est arrêtée, je m'interdisais littéralement, parfois, de regarder des shows de catch. Pourquoi? Parce que quand on en arrive à mon niveau et que on a une passion aussi forte que la mienne, c'est un dilemme permanent entre cette passion pour le catch, c'est à la fois une bénédiction, mais aussi une malédiction, qui se traduisait quand je regardais des Raw ou des SmackDown après avoir été libéré de mon contrat par la WWE, par une sorte de malaise interne, parce que quand je voyais à l'écran des personnes encore plus à cette époque, encore plus aujourd'hui, avec lesquels je me suis très souvent entraîné dans le ring ou avec qui j'ai eu des matchs sur des shows, soit télé, soit non télévisés, une partie de moi, et même une très grande partie de moi, se disait, Tom, tu devrais être à leur place. Tu devrais être à leur place parce que tu peux faire certaines choses mieux que ces personnes-là, que ce soit des promos, que ce soit le travail in-ring, que ce soit la présence ou le développement de personnages. Et donc, en fait, regarder ces shows-là, au final, ça ne me faisait pas être en dépression. Je ne suis pas. La dépression, je ne connais pas. Mais non, enfin, ça me faisait bader. Et donc, c'est pour ça que ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé de Raw ou de SmackDown. Les WrestleMania, les gros shows, le Royal Rumble, ça passe parce que c'est tellement gigantesque comme événement que, bon, techniquement, qu'on soit fan ou catcheur, on est obligé de regarder pour voir les moyens de production mis en place par la WWE, comment ils font avancer les storylines, qui ils décident de mettre en avant et donc, dans un sens, quel genre de produit ils décident de mettre en avant pour les fans et pour tout simplement le marché du catch. Mais voilà, pour ce qui était des shows hebdomadaires, en fait, ça me faisait mal de les regarder. Donc c'est pour ça qu'en ayant repris, en ayant maintenant une raison pour la chaîne de faire les reviews, c'est-à-dire donc sous un axe différent, c'est pas juste je regarde le produit pour me tenir au courant de ce qui se passe, et une partie de moi se dit BORDEL, DE, ça devrait être moi à leur place. Là maintenant c'est différent parce que maintenant je regarde le produit pour l'étudier et surtout pour en faire une analyse, pour vous l'offrir sur YouTube, sur ma chaîne Tom Laruffa avec les TLR Reviews. Donc SmackDown du 19 juillet avait été donc littéralement le premier SmackDown que j'ai regardé pour en temps, alors entre guillemets, avec les yeux de fan. Je vous ai dit, j'avais regardé un ou deux un Raw et SmackDown aux États-Unis, mais c'était vraiment purement parce que j'étais sur place, c'était en direct et je me dis, ouais, c'est énorme. Pendant que je les regarde à la télé, eux, ils sont vraiment en train de catcher à l'autre bout du pays. Donc c'est vraiment parce que c'était en direct. Mais là, pour ce qui est de regarder sur un ordi, donc sur un écran en décalé et donc de pas vivre le truc en direct, c'est la première fois que je le faisais depuis des années, voire littéralement peut-être même plus d'une décennie. Donc oh oui, merci à vous pour l'accueil de la première vidéo, merci pour les retours qui sont quasiment que positif, ce qui est ultra rare sur internet, faut pas se voiler la face. Oui, surtout par rapport, ça dépend des réseaux sociaux. YouTube, c'est un peu, enfin, on va pas dire de gros pour pas se faire démonétiser, ou pour pas se faire flaguer ou shadowban, parce que ça aussi j'ai bien connu. Mais ouais, sur YouTube, ça passe. Le pire, c'est Twitter X. Alors là, n'en parlons même pas. Niveau énergie, c'est vraiment très très bas niveau fréquence vibratoire. Mais là, ouais, alors, franchement, il n'y a eu que du bon, il n'y a eu que de retours. On a fait quoi, quasiment 2500 vues, ça m'a fait halluciner parce que même à l'époque, quand je faisais mes vidéos hors catch, allez, c'était plus autour de 1000-1500 vues. Bon, on n'est pas encore au million de vues. Mais non, franchement, bel esprit, oh oui, oh oui. Et donc voilà, ça me motive pour être là. Donc on est dimanche matin, j'ai regardé le show hier samedi matin. D'ailleurs, pour info les amis, s'il y a en contact, s'il y a en commentaire, vous pouvez avoir une astuce pour pouvoir, entre guillemets, télécharger les shows parce que bon la version que j'ai regardée, merci à mon pote Alex Castillo qui me fait les cadres et qui m'a passé un site pour regarder les shows en différé, mais là où j'ai regardé il y avait une pub littéralement toutes les 3 minutes. Alors sur un show qui fait 1h30,
Une pub toutes les 3 minutes, ça vous rajoute une pub de 10 secondes qui vous montre une intelligence artificielle qui dessine des animaux avec des meufs relativement mignonnes. Mais bon, c'est le truc qui sert à rien. On se demande, j'ai même pas, je me souviens même plus c'était quoi la pub en question. Bref, une pub de 10 secondes toutes les 3 minutes, ça vous rallonge le show limite d'un quart d'heure, quoi. Tout ça pour dire. Donc j'ai regardé le show. Donc bref, si vous avez une petite astuce pour télécharger les shows, n'hésitez pas à la partager au oui en message, soit en commentaire, soit en message privé sur Instagram, tout simplement parce que pour faire les reviews, il faut que je les regarde assez rapidement après la diffusion américaine. Et comme en France, bon, je pourrais le regarder en version française, mais c'est diffusé quelques jours après. Non, je préfère le faire rapidement. Et comme je n'ai pas de télévision avec les chaînes américaines, les amis, oh oui, aidez-moi à développer la chaîne et surtout à pouvoir regarder les shows sans avoir une pub toutes les 3 minutes. Ça serait pas mal. Donc SmackDown, 19 juillet, j'ai fait un petit rundown avec tous les segments pour les garder frais en mémoire. Ça a commencé avec une promo de Cody Rhodes. Alors, commencer le show par une promo, c'est un choix de booking, c'est un choix d'organisation qui peut avoir pas mal de qualité, surtout dans ce cas-là, parce que donc, ça commence avec une promo de Cody Rhodes qui tout simplement donne un fil rouge conducteur pour le reste du show. Et ça, c'est pas mal de booker comme ça, parce que donc au final, les gens commencent à regarder le show et ils ont direct la trame principale du show en question de l'épisode qui va faire avancer toutes les storylines, parce que donc Cody Rhodes va affronter Solo Sikoa à SummerSlam, si je dis pas de bêtises. Et parce qu'encore une fois, je reprends les shows. Hein. J'espère pas trop me tromper dans les storylines, mais non, je suis quasiment sûr que c'est ça. Et alors, Cody Rhodes, déjà, je sais pas pour vous, personnellement, respect total pour lui en tant que champion. Pourquoi? Parce que on sent que ce mec-là, un peu comme Seth Rollins à l'époque, il prend très sérieusement la position de champion au sérieux, comme Bret Hart. C'est-à-dire, le mec, il est champion, il a la ceinture, c'est le visage de la compagnie, il faut qu'il sorte des matchs de ouf, il faut qu'il reste jusqu'à la fin du show pour serrer la main de tous les fans et prendre toutes les photos possibles. Et il sait qu'il faut qu'il se présente en tant que champion. Et ça, oh oui, c'est bel esprit. Et je respecte total. Parce qu'un mec comme lui qui a, que je dis pas de bêtises, quasiment 40 ans, ou 40 ans passés, où il va les avoir, quand même, hein, il catch depuis qu'il a 20 ans, hein, facile, ça fait 20 ans de catch, les blessures, les années, le mec il est toujours au top, il est au sommet de sa carrière, il est, oui, non, même pas peut-être, dans la meilleure phase de sa carrière, respect total. Parce que n'oublions pas derrière, moi c'est surtout ça que je regarde. Quand je vois un mec comme Cody Rhodes et que je vois le boulot qu'il met actuellement, je repense toujours à toutes les galères qu'il a eues dans sa carrière. Que ce soit les blessures, déchirures du pec. Je sais qu'il a eu des problèmes de cou à une époque. Je le revois toujours encore actuellement en train de faire le moonsault du sommet de la cage à la AEW. Le mec quand même, il a mis son corps en jeu énormément pour le business, pour les fans. Et il est aujourd'hui au sommet du business. Il a l'air d'être en bonne santé, il a l'air de ne pas avoir de blessures. Il a un look très esthétique. Quand on l'a vu à Backlash et à SmackDown en France, à Lyon, j'en ai parlé avec, c'était qui? Avec Ajus, je crois, Christophe. Et on me disait, ou avec Philippe Chiro, je crois que c'est avec Philippe. Et d'ailleurs, dédicace à Philippe et Christophe. Sans vous, on n'en serait pas là. Sachez-le, mais ils le savent, et tout le monde le sait. Et bref, quand on le voyait, on parlait de Cody Rhodes et on disait, il a vraiment la vibe, entre guillemets, de Ken. Vous savez, dans Ken et Barbie. Il a vraiment ce côté, genre très lisse, mais très beau gosse, avec les cheveux blonds plaqués en arrière, enfin coiffés en arrière. Non, franchement, il s'est trouvé, ça c'est clair et net en tant que champion. Et donc, il commence le show avec une promo simple mais efficace. Bon babyface, il connecte avec la foule l'accepte en tant que babyface, ce qui est très très dur aujourd'hui d'être un vrai babyface à la WWE. Mais comme j'ai dit, la foule, elle aussi, sent sa passion, sent le travail qu'il met dans le fait d'être champion, et ça passe crème. Il est coupé par A-Town Down Under, une jeune équipe de heel avec Austin Theory et Grayson Waller, si je dis pas de bêtises. Il est trop récent, lui, pour vraiment que je sois familier avec son boulot. Tout ce que je sais, c'est que les deux, ça va, maîtrisent assez bien le micro. Ils ont une bonne dynamique en équipe, et encore plus dans le match qu'ils ont sorti à la fin du show, mais ça, on va y revenir plus tard. Donc voilà, ça lance le show. Cody doit se trouver un partenaire. Bon, dès le début, je ne vais pas vous mentir, je savais ou je me doutais bien que ça allait être Kevin Owens, parce que je faisais les calculs dans ma tête. Je me dis, ça va pas être Orton, parce qu'Orton s'est fait sortir par la Bloodline la semaine d'avant. Donc niveau booking, il n'y avait pas énormément de surprises. Juste à la fin, Kevin Owens arrive, c'est son partenaire. Bon, peu importe. En attendant, ça donne un fil rouge pour le reste du show. Et ça lance le show d'une bonne façon, une petite dizaine de minutes, ça va, ça passe. On suit avec Andrade contre Carmelo Ace. Match très athlétique. Bon petit match de cruiserweight. J'ai senti dans ce match
j'ai senti dans ce match que Carmelo connaissait sa place par rapport à Andrade et qu'il y avait ce respect du newbie, du nouveau gars contre le vétéran. Parce qu'Andrade, ça fait des années qu'il catch. Hein. C'est une légende aussi bien au Mexique et à la WWE, il a eu une très belle carrière. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur deux choses sur Andrade. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui s'y connaissent, dans les commentaires, dites-moi, est-ce qu'il a fait le bon choix de rejoindre la WWE? Parce que de mémoire, il me semblait quand même qu'il avait une bonne position à la EW, à moins que je dise des bêtises, je sais pas, je regarde très peu très peu la EW, il faudrait que je m'y mette d'ailleurs. Mais il avait, de ce que je m'a semblé voir, assez de liberté créative et une bonne position peut-être à la AEW, surtout un bon salaire, j'imagine. Et il est revenu à la WWE sûrement parce qu'il y a sa femme Charlotte Flair, primo. Mais est-ce qu'il a fait le bon choix? Parce qu'au final, il se retrouve dans un match comme ça sans enjeu. Bon, il gagne le match, pas de problème. Mais est-ce que c'est le push qu'il attendait? Je sais pas. Franchement, j'ai pas suivi depuis des années hein, les détails de SmackDown et Raw. Donc, je sais pas trop où ce qu'il en est. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à engager la discussion parce que moi, après, ça me donnera aussi du contenu autre que juste analyser les shows. Et aussi, alors, petit, minuscule bémol, mais quand même important, avec le regard d'un catcheur de presque 20 ans qui a de l'expérience, j'ai un petit problème avec une des prises d'Andrade. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme à l'époque à la WCW où quand j'étais fan et que je regardais et qu'il y avait Billy Kidman qui avait un contre du powerbomb. Le mec allait faire pour faire un powerbomb sur Billy Kidman quand il était poids léger à la WCW, donc fin des années 90 pour ceux qui étaient nés à l'époque. Bref, powerbomb, Kidman contrait toujours en bulldog où il atterrissait à genoux ou les jambes écartées. Et le problème, c'est que moi, j'étais pas catcheur à l'époque, mais déjà, je me rendais compte que il y avait quelque chose qui clochait dans ce spot. Parce que des mecs qui faisaient jamais de powerbomb, comme un ami à moi, depuis la semaine, peut-être pas la semaine dernière, mais depuis 2 semaines, des catcheurs comme Chavo Guerrero, avec qui j'ai passé la semaine il y a 2 semaines, et ça c'était énorme. Rien que ça mériterait une vidéo à elle tout seul. Parce que passer quasiment une semaine entière avec Chavo Guerrero à lui faire visiter Nice, Monaco et lui montrer les meilleurs spots de la Côte d'Azur, la French Riviera, baby, oh oui, bel esprit. Le mec, il adorait ça, il était avec sa femme, Chavo Guerrero. Bon, tu regarderas pas cette vidéo, mais mec, tu es une légende. Déjà, primo du catch, légende du catch, et surtout, ta gentillesse est absolument hors norme. Un mec avec l'expérience qu'il a et tout ce qu'il a vécu dans le business, c'est une crème. Chavo est franchement adorable et peut-être on fera une vidéo à ce sujet parce que waouh, j'ai eu des discussions avec lui, je lui ai posé des questions et chaque fois on sentait la passion, le mec, comme moi en fait, il commençait à parler, il s'arrêtait plus. D'ailleurs ça gavait sa femme un peu dès qu'on se mettait à parler de catch et je m'excusais, elle s'appelait Chari, sa femme. Mais Chari, je suis désolé, c'est une autre question catch, mais j'en profite, il est là et Chari il fait ah non vas-y mec, t'inquiète pas. Et mec, on sent qu'à même 56 ans il a toujours la passion, c'est un truc de ouf. Tout ça pour dire, quand Chavo Guerrero à la WCW se mettait à faire un powerbomb sur Billy Kidman et Kidman contré, première réaction, c'est je fais, mais c'est bizarre parce que Chavo fait jamais de powerbomb. Pourquoi il fait ça? Surtout qu'en plus, Kidman contre à chaque fois. Si le mec, dans un monde parfait, le mec il étudie les vidéos de son adversaire avant le match, en fait il sait que Kidman compte le powerbomb, donc tu vas tout faire pour pas faire de powerbomb. Et donc ça m'amène à Andrade, un minuscule problème que je connecte pas avec ça. Mais ça c'est ma façon de voir le business, c'est ma façon de raconter une histoire. Andrade fait ce truc de la troisième corde, le salto arrière, il atterrit sur les jambes, l'autre il évite, mais après il évite tout le temps, pas assez loin pour se prendre le deuxième salto. C'est très simple, yo. Si je regarde une vidéo d'Andrade, je le vois une fois, 2 fois, je sais que si jamais je dois contrer son moonsault, je roule jusqu'à l'autre bout du ring. C'est dans l'histoire qu'on raconte dans le ring. Mais là en fait, vu que c'est un spot et c'est une prise qu'il fait, le mec fait juste un évitement, il se décale juste un tout petit peu, mais assez proche pour se prendre le deuxième moonsault et ça passe à chaque fois, quasiment. Et ça, voilà, ça c'est le genre de truc dans l'histoire qu'on raconte, dans les matchs qu'on fait, en tant que worker et en tant que Tom Larufa, je trouve ça, il y a quelque chose qui coince. Il faudrait soit changer la prise, soit le faire différemment. Parce que c'est pareil, il y a quelques semaines, j'étais sur un show en Allemagne, pour ceux qui connaissent le side head scissor. Le mec il arrive sur le côté, il part sur le côté, et boum, il faut un teaser et on fait une roulade chute avant. Le mec il voulait me la faire et genre il me fait ouais je fais ça en prise et c'est avec moi ou il me demande des conseils, je sais plus, enfin bref, et moi je lui explique mais gros, ça c'est pas une prise que tu fais de toi-même parce qu'à la base c'est un contre. C'est comme quand le mec il va pour te prendre en sidewalk slam ou il va te prendre pour faire un backbreaker et là hop tu contres en ciseau de tête parce que c'est une prise doit être initiée par celui qui l'a fait. Là en fait la prise est initiée par un mec qui va faire une prise et oh merde c'est contré. Donc voilà, c'est ce genre de truc. En tant que bosseur, en tant que Tom Larufa, si un jour vous catchez avec moi ou si un jour vous êtes à un de mes séminaires, je suis très pointilleux là-dessus parce que, encore une fois, on raconte une histoire dans le ring avec nos corps et avec les prises qu'on fait. Et si les prises n'ont pas de sens ou ne rentrent pas dans l'histoire qu'on veut raconter, et ben là, il y a quelque chose qui cloche.
Après ce match gagné par Andrade, on suit avec un segment interview entre Nia Jax et Bayley. Alors, dynamique. Alors, je ne sais pas s'ils font ça souvent à la WWE ces derniers temps, surtout depuis que Triple H a pris les rênes, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la dynamique de deux écrans séparés parce que c'est une vibe différente et une dynamique différente de toujours les gars dans le ring qui se parlent. D'autant plus qu'après, il y a eu un autre segment comme ça où il y avait les deux gars dans le ring. Donc, franchement, c'est pas mal. Je trouve l'esthétique était pas mal. C'était les deux, Nia Jax et Bayley de chaque côté de l'écran et qui se parlent en tac au tac. C'était vivant. Alors, par contre, petite observation, bon, ça, c'est mon avis personnel. Et c'est peut-être alors quelque chose qu'ils font de plus en plus au catch, je redis, hein, ça fait pas mal de temps que j'ai pas regardé, mais les attaques entre guillemets personnelles, mais en mode derrière le rideau, où on est entre guillemets, on n'est plus kayfabe et on n'est plus vraiment dans les storylines. Not a big fan. Je suis pas un grand fan. C'est à un moment, Bayley a dit à Nia, grosso modo, je crois qu'il y avait une histoire où elle avait blessé, où elle avait fait perdre son title shot. Elle lui dit, Jack, je t'aime pas parce que t'es méchante ou t'es agressive, mais elle lui dit grosso modo, je t'aime pas parce que t'es reckless et grosso modo t'es dangereuse dans le ring et tu t'en fous de blesser les gens. Le problème de ce genre de truc, je vais en reparler après dans le segment avec LA Knight et Logan Paul, c'est que en fait, si on commence à parler comme ça en catch, il n'y a plus de limite en fait. Ça reste quand même un spectacle, ça reste quand même du divertissement. Si on commence à balancer des attaques comme ça, personnelles ou ad nominem, en fait, il n'y a plus de limite. Et donc, dans ces cas-là, où est-ce qu'on s'arrête? C'est ça le truc. Moi, j'ai grandi à une époque où c'était vraiment des personnages et les mecs ils se fritaient dans le ring, mais par rapport à leurs personnages et par rapport au storyline ou par rapport au titre de champion WWF ou WCW. C'est pas genre ouais, je t'aime pas parce que dans le vestiaire ou alors dans les toilettes tu nettoies pas après y être allé. Quoi. Non, ça c'est des trucs de vestiaire, c'est pas des trucs c'est des trucs d'insider, c'est pas des trucs qu'on doit mettre dans des storylines devant le public. Parce qu'après, bon, j'en reparlerai pour le segment Logan Paul et LA Knight, mais c'est comme si en plein milieu d'un film, en fait, c'est comme ça, c'est comme si en plein milieu du film avec Batman et le Joker, Batman, de nulle part dans le film, il dit au Joker, mais de toute façon, qu'est-ce que t'as à te la jouer? Toi, t'es juste un acteur qui met du maquillage sur la gueule et qui s'imagine qu'il est plus important que Batman. Ça rentre pas du tout dans le scénario, en fait. C'est ça le truc, dans le scénario du film, en tout cas. Enfin bref, pareil, c'est pas un jugement, mais c'est juste une résonance personnelle. Je sais qu'on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus fort, enfin, et beaucoup plus intense en restant sur les storylines. Mais c'est mon avis personnel. Parce que moi, je pars du principe, comme je dis, en catch, on est là pour raconter une histoire, mais on est là aussi pour faire rêver les gens. Et si on n'arrive pas à les faire rêver en racontant autre chose que ce qui se passe vraiment, entre guillemets, dans les vestiaires ou ce qui se passe vraiment, entre guillemets, derrière le rideau, c'est soit peut-être de la paresse scénaristique, soit c'est une nouvelle direction que veut prendre le business, qui est totalement possible. Parce que maintenant, avec la merger avec la UFC, l'UFC et encore plus Netflix, le deal Netflix arrive, qui va être très intéressant, ça, parce que c'est un truc de ouf. Peut-être ils se disent, non, maintenant on veut plus de réalisme. On veut vraiment casser la barrière entre le faux et le vrai. Écoutez, allez-y les gars, foncez si c'est ce que vous voulez. Voilà, moi je dis juste que en ayant été formé à l'ancienne et en ayant grandi avec du catch à l'ancienne, c'est mon opinion. Après cette segment interview entre Nia Jax qui fait monter la sauce pour leur match à SummerSlam, on a un match ultra rapide entre Bianca Belair et Chelsea Green. Donc Bianca Belair gagne le match. J'ai juste marqué match court, rien de spécial. Parce que le match était vraiment court. Alors est-ce qu'un segment avant ça a dépassé niveau temps? Ou alors c'était prévu que ce soit rapide? Je sais pas. Mais voilà, bon, en tout cas, bon, petit. Bon, et Bianca Belair était accompagnée de Jade Cargill. Petit ressenti personnel sur Jade Cargill. Parce que j'ai pas regardé tous ces matchs, mais j'en ai vu quelques-uns, et notamment les vidéos de ces botches. En tant que professionnel et surtout mec perfectionniste et qui adore le business, c'est quand même, avis personnel, triste, voire grave, d'arriver à un tel niveau, et pas être assez bien formé pour ne pas faire de loupé, entre guillemets. Ou alors, de tenter des trucs trop compliqués que t'es pas sûr de réussir les yeux fermés. Je sais pas, je comprends pas, surtout vu le salaire qu'ils font. Enfin bref, d'autant plus que bon, moi ça m'est arrivé. Alors, WWE ou Impact, non, j'ai jamais fait de loupé dans le ring. Jamais, ça, je pense, non, ça m'est jamais arrivé. WWE, ça m'est arrivé de me blesser dans le ring. Plusieurs fois, d'ailleurs, à TakeOver. Peut-être un jour, on fera une review de mon match à TakeOver contre Enzo. Mais premier dégagement sur un de ses keycards, boum, je me dégage et là, direct, je sens. J'avais eu un claquage 2 mois avant derrière ma cuisse gauche. Et là, avec le stress, le mauvais échauffement et tout, toute la journée debout, premier dégagement, boum, je me reclaque la cuisse. Alors, pas
trop grave, j'ai pu terminer le match. Mais voilà, j'ai fait tout le match blessé. Et d'ailleurs, à la fin, pour ceux qui ont le match, d'ailleurs, il est sur YouTube, quand Cass me met la dernière chute et que je chute à l'extérieur du ring, vous pouvez voir direct, je me tiens la cuisse. Parce que là, je fais, ok, c'est bon, j'ai terminé le match, mais waouh, j'espère que c'est pas trop grave. Et en fait, oui, c'était grave, parce qu'après, j'étais out pendant un mois. Et vu que je compensais sur l'autre genou, où j'avais eu mon opération des croisés, je me suis redéchiré les croisés un mois après. Ouais, donc c'est ça. Je trouve tout ça tout le temps toujours dommage d'être sur un tel podium et avoir un tel public devant vous pour montrer votre art et votre talent et ne pas être prêt tout simplement. Ne pas être prêt, ne pas être assez bon pour y être. Sachant que je suis sûr au Performance Center, il y en a plein qui sont largement meilleurs que Jade Cargill. Alors oui, elle a le look d'une star, aucun problème là-dessus. Par contre, ça dépend ce qu'on recherche. Alors oui, le catch est un business cosmétique, pas de problème. Mais en tant que vrai catcheur, et ça me renvoie à la discussion que j'ai eue avec Chavo, c'était énorme. Quand on est un vrai catcheur, qu'on a payé ses dues, qu'on a appris sur une vraie école de catch, qu'on a été sur les indies pendant des années, qu'on a monté des rings, qu'on a catché pour que dalle, pour 5 $, ça couvrait même pas l'essence, qu'on a dormi par terre, qu'on a dormi dans des bagnoles, qu'on a dormi à l'aéroport, qu'on a dormi sur un sol en parquet, yo, on a payé ses dues, on a mis tellement comme on dit, de transpiration, de larmes et de sang dans ce business que pour voir une meuf qui vient du fitness ou un mec qui vient d'un sport qui n'a aucun rapport avec le catch, direct dérouler le tapis rouge, en toute honnêteté, en toute gentillesse, c'est pas vraiment mérité. Pour rester poli, mais c'est un autre débat. Donc après ce match entre Bianca Belair et Chelsea Green, on a le segment de la soirée, le contract signing, la signature de contrat entre Logan Paul et LA Knight, dont déjà dédicace à Nick Aldis qui était il y a une semaine et demie à Béziers. Il accompagnait sa femme Mickie James, il est dans les vestiaires, c'est super de le revoir, surtout après l'avoir revu à Backlash, vu que j'avais catché contre lui à Béziers, aux arènes de Béziers avec l'ABC, l'association biterroise de catch en 2023. Très bon gars, on a eu un bon petit match, très bon catcheur. Et encore plus, il présente bien en tant que general manager de SmackDown. Et donc, signature de contrat entre Logan Paul et LA Knight. Pour moi, c'était le segment de la soirée. Pourquoi? Très très simple. Le but du catch, c'est de vendre de l'intérêt pour le match. Pour que les gens se disent « Waouh, il faut à tout prix que je vois ce match ». Et ce segment, il a limite rendu le titre américain, à mes yeux, plus important ou tout autant important que le titre WWE ou le titre de champion du monde poids lourd. Et ça, c'est énorme. Parce que quand ils ont réussi à faire ça, c'est bon, ils ont réussi leur mission. Franchement, vu l'échange et vu l'intensité du segment et surtout des propos tenus et les émotions transmises par les deux catcheurs, et ben ça me donne envie de voir le match, ça me donne envie de voir qui va gagner. Et ça, c'est ce qu'on veut en catch. Si vous n'arrivez pas à faire ça dans votre match, si vous n'arrivez pas à donner envie aux gens de voir votre match, il y a un problème. Et là, en fait, ils ont réussi à donner un titre, entre guillemets, secondaire, le titre de champion américain, une importance limite aussi grande que celle du titre WWE. Et ça, c'est total respect. Ça joue beaucoup que Logan Paul ait le titre, parce que Logan Paul, star international, YouTube... Alors, attendez, bougez pas, j'allume la lumière. Ouais, voilà, c'est un peu mieux. Parce que le soleil se cache là où je suis. Je ne suis pas à Nice. Oh oui, oh oui. Bref, Logan Paul, star international des réseaux sociaux. Le mec, des millions de followers, il lance sa boisson Prime, etc. Le mec, c'est une star planétaire. Il interviewe Donald Trump. Le mec, c'est le fait qu'il ait le titre de champion américain, c'est super pour le business et pour la WWE. Donc là-dedans, il se retrouve contre LA Knight, qui pour moi est une des plus grandes valeurs de la WWE. C'est dommage qu'il ne l'ait pas utilisé plus tôt. Mais tout ça pour dire, en fait, dans ce segment, donc le match a pris de l'importance. Moi, et comme je disais pour Bayley et Nia Jax, j'ai un problème quand ils se vannent, mais en mode, entre guillemets, méchant et en mode réel. Même si ça m'a bien fait marrer. Quand Logan Paul dit à LA Knight, ouais, t'es juste un gym bro avec a couple of catchphrases, qui est grosso modo, toi, t'es juste un mec qui va à la salle, un mec qui va à la muscu et qui a juste des catchphrases. Ça, en fait, bon, personnellement, parce que j'ai été dans ce genre de vestiaire, on sait, je sais que c'est le genre de vanne qui se lance dans les vestiaires pour se vanner les uns les autres. Mais c'est le genre de vanne, techniquement, alors bon, à l'ancienne, ne devrait pas apparaître devant les caméras. Parce que au final, si Logan Paul dit ça à LA Knight lui dira, et lui a sûrement déjà dit, ou d'autres catcheurs lui ont déjà dit, toi mec, t'es juste un mec qui est là parce que t'as fait des millions de vues sur YouTube, tu mérites pas d'être là. Alors ok, d'accord, c'est vrai, ça fait mousser, ça buzz et tout, mais
Je redis, c'est comme si vous matez un film et que dans, je sais pas, dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, je sais pas, il y a Aragorn ou Gimli qui dit à Sauron, ouais non mais toi t'es juste fort parce que dans le script t'es booké comme ça. Aucun rapport. C'est pas le but de l'histoire en fait. C'est parce que là on parle d'un truc réel des vestiaires et on le met devant le public. Alors aujourd'hui, je suis pas un grand fan, mais d'un autre côté, ce qui était pas mal dans ce segment, c'est que quand même Logan Paul a quand même raison dans le sens que c'est une plus grosse star internationale qu'Ellen Knight. Donc dans ce match, Ellen Knight part perdant et part avec beaucoup plus en jeu, entre guillemets, que Logan Paul. Parce que, je veux dire, si Ellen Knight gagne, je veux dire, le titre américain aura quand même moins de portée dans tous les médias hors catch que s'il reste dans les mains de Logan Paul. Donc j'ai très peur que Ellen Knight ne gagne pas le match, ce qui m'embêterait beaucoup parce qu'il le mérite, il a besoin de ce titre secondaire. Et surtout, un mec comme Ellen Knight, ça serait comme à l'ancienne, ça serait après être devenu champion secondaire, comme champion intercontinental ou champion américain, on sait que c'est le tremplin pour le préparer pour le titre mondial. Et ça serait top. C'est vraiment ce que j'aimerais pour Ellen Knight parce que je le connais depuis plus de 10 ans. J'ai vu tout ce dont il est capable de faire, notamment au Performance Center. Quand je l'ai vu à Backlash, non, à SmackDown d'abord, il est arrivé, je le serre à la main, je fais mec, parce que franchement, on avait bossé ensemble à la TNA, à NXT au Performance Center, lui et moi, on avait ce respect mutuel de savoir que lui comme moi, on maîtrisait grave le micro. Et les mecs qui sont bons au micro, on respecte et on acknowledge les gars qui sont bons au micro. Parce qu'on sait qu'avec ça, avec ce mec-là, non seulement on peut faire de l'argent, mais surtout que c'est pas facile d'être vraiment salement bon au micro. Et Ellen Knight et lui et moi, on avait ce respect au Performance Center de genre, ouais, on est dans le top des mecs au micro ici, avec qui ils font rien, avec qui sont pas à la télé. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, ça pour dire, quand je l'ai vu à Backlash et à Lyon pour SmackDown, premier truc que je lui dis, je fais yo frérot. Parce qu'en fait, je lui avais envoyé un message sur Messenger, mais il l'avait jamais vu. Je lui ai fait yo gros, je veux juste te dire, je suis content qu'ils te donnent en fait ta chance. Ça a pris du temps, ils auraient dû faire ça il y a 10 ans. Mais en tout cas, respect parce que tu le mérites et tu as largement le talent. Et là, voilà, ils auraient dû faire ça il y a 10 ans. Et il sourit et il dit ce qu'il a dit dans plein d'interviews. Il fait, ah, écoute, il a pas voulu me dire, c'est vrai, t'as raison, mais il me dit, écoute, mieux vaut tard que jamais. Et donc pour ça, c'était bel esprit, puis ça venait du cœur et puis c'était sincère. Parce que voilà, pour moi, Ellen Knight mérite d'être un main eventer à la WWE. Mais c'est ça, après si la direction ne le voit pas, ou alors c'est la question de l'âge, ou alors qu'il faut le construire avant, je sais pas, il y a plein de raisons différentes. Petit conseil personnel, Ellen Knight, je préfère quand il reste Ellen Knight. Parce que le problème à la WWE, c'est que, ça aussi pour ceux qui ne se connaissent pas, mais petit secret d'insider, si en fait, pour passer main eventer à la WWE, la plupart des producteurs ou des scénaristes ou même des dirigeants vont vous dire mec, il faut que tu développes ton côté intense, il faut que tu développes ton côté agressif parce que si t'as pas ça, on va pas croire en toi. Et alors, je sais parce que bon, moi on me l'a pas dit personnellement, mais j'ai entendu dire à plein de personnes. Et le problème, c'est que dans ça, des fois, c'est forcé. Et Ellen Knight, pour moi, c'est comme The Rock, même s'il est souvent comparé à ça. C'est pas un mec qui doit se forcer à être méchant et à être intense. Parce que ça déconnecte de sa vibe, de tous ses catchphrases et de qui il est. The Rock, il était, entre guillemets, jamais intense, dans le sens qu'il n'était jamais en mode, genre, le mec, je suis énervé, je vais te faire mal. Non, 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 le mec, il restait en mode, avec toutes ses catchphrases, il restait dans son personnage, et oui, il insultait le mec, oui, il s'énervait, mais en mode The Rock. On voyait jamais The Rock énervé comme on voyait un heel ou Steve Austin, quoi. Il faut que les mecs restent dans sa vibe. Et des fois, Ellen Knight, quand je le vois, il enlève ses lunettes et genre il devient intense, je vois qu'en fait dans son regard, c'est mon impression personnelle, peut-être j'ai tort, mais j'ai regardé assez de catch depuis plus de 25, presque 30 ans maintenant que je regarde du catch, pour voir que là c'est forcé. Et enfin, c'est pas que c'est forcé, on sent qu'il essaye de montrer je peux être sérieux, je peux être intense. C'est pas, enfin moi personnellement, c'est pas la vibe que j'attends d'Ellen Knight. J'attends que tu vannes le mec, que même si t'es énervé, tu le vannes en étant énervé, comme le faisait Chris Jericho, ça aussi c'était pas mal. Et voilà. Enfin bref, dans tous les cas, pour moi c'est le segment de la soirée, parce que les deux au micro, ils ont cartonné, ils ont réussi. Ellen Knight a réussi à se hisser au niveau de Logan Paul, et c'est énorme parce que comme il a dit lui-même, t'as plus ça, enfin, Logan Paul a pas d'intérêt à accepter le match contre Ellen Knight, mais par contre, si t'as peur, dis-le tout de suite. Et là, en fait, cette carte de jouer, en fait, t'as peur de m'affronter, ça marche toujours en catch. Parce que là, en fait, c'est l'ego du mec qui est en jeu, et là, ça peut annoncer donc non seulement un gros match, et je vous dis, moi, c'est franchement segment de la soirée pour SmackDown. Donc, après ce segment Ellen Knight Logan Paul, on a eu un match simple entre Tiffany Stratton accompagnée de Nia Jax
Et opposé à Michin. Ils ont changé son nom. Elle avait un nom différent à TNA quand j'y étais. C'était Mia Yim. Ouais, Mia Yim, je crois, à Impact. Et franchement, elle était top. Et elle est super gentille, très très bonne dans le ring. C'est cool de voir qu'elle est toujours sous contrat. Bravo à toi, Amiga. Elle était vraiment adorable. Et bref, franchement, bon petit match. Ils ont eu pas mal de temps pour le faire. Et alors, la fin du match était vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde est sorti gagnant. Et ça, quand vous pouvez faire ça dans un booking, c'est parfait. Pourquoi je dis ça? Tiffany Stratton, donc alors elle se ramène avec sa mallette Money in the Bank. Nia Jax la compagne, donc parce qu'elles sont amies, d'après ce que j'ai compris, les deux. Et donc Michin qui sort de nulle part, on a l'impression, bon, elle va se faire défoncer par Tiffany Stratton, genre limite un squash match. Et là, à la fin du match, Bayley arrive, prend la mallette Money in the Bank, l'explose, ça cause une distraction. Enfin déjà, elle se frite avec Nia et boum, elle termine à l'extérieur du ring, qu'elle la frappe avec la mallette. Donc l'objet de Tiffany Stratton. Donc Tiffany Stratton, dans un sens, a causé pas la défaite, mais l'éventuelle blessure de Nia Jax. Bayley en profite. Bayley pète la mallette Money in the Bank de Tiffany Stratton, qui je pense va rester comme ça maintenant jusqu'à ce qu'elle s'en serve. Cabossé, cassé, ce qui permet éventuellement de mettre en place une storyline Tiffany-Bayley, avec cette mallette qui va constamment rappeler que c'est Bayley qui l'a fracassé, parce que la mallette Money in the Bank, c'est censé être un trésor personnel, hein. C'est censé être comme une chaîne en or qu'on garde très précieusement. Et là, Bayley qui l'a défoncé, ça va être un truc qui va rester dans la tête de Tiffany Stratton, et c'est ça que les commentateurs vont constamment rappeler. Pourquoi je dis ça? Parce que oh oui, TPW Premium, n'oubliez pas, on fait les commentaires avec French Wrestling Beast, petit plug commercial, mais c'est pas grave, franchement, les commentaires qu'on fait avec Guillaume sont franchement top. Et pour les infos, beaucoup m'ont demandé TPW Premium, quand est-ce que ça sort, comment on peut le regarder. Les infos seront publiées bientôt, vous en faites pas, dès que c'est officiel, ça sera sur Instagram, ça sera sur Twitter, ça sera ici. Je pense que je ferai une vidéo juste TPW Premium sur la chaîne, avec peut-être même un match, l'extrait d'un match, où vous voyez comment notre vibe de commentaire avec Guillaume, parce que franchement, c'est top, top, top. Tout ça pour dire, Bayley détruit la mallette, ça cause la distraction, le détournement d'attention pour Tiffany Stratton, qui perd le match. Et là, de nulle part. Et franchement, c'est énorme parce qu'en fait, tout le monde est gagnant. Tiffany Stratton est protégée parce qu'elle a perdu à cause de Bayley. Bayley a défoncé Nia Jax, donc en fait, ça fait encore plus mousser leur storyline et leur match pour SummerSlam et la hit, la chaleur que ça dégage. Et c'est un os qu'on jette à Michin. Je ne sais pas ce que ça va faire pour sa carrière, cette victoire contre Tiffany Stratton, mais en attendant, au lieu de perdre comme une MERDE, ben non, elle gagne le match. Et franchement, tout le monde est gagnant, tout le monde est protégé. Donc c'est un segment en mode Booker qui est parfait, parce que tout le monde gagne, le match était sympa, bel esprit. Alors pour le petit problème de Tiffany Stratton, c'est beaucoup ont ce problème dans le business aujourd'hui, pas juste à la WWE, c'est que elle est trop stylée pour être heel. C'est ça le problème. Elle fait de trop belles prises, elle a trop de style, elle est trop, excusez le terme, bonne pour être heel. Pour moi, encore une fois, old school, un heel ne doit rien avoir pour plaire. Il peut avoir un physique, ok, mais il faut que les gens le voient et qu'ils se disent, il n'y a rien chez lui que j'aime. Parce que si vous avez un côté cool, c'est bof. Je me souviens par exemple, quand je préparais mon match avec Enzo Amore pour TakeOver, justement, sur les live events, on bossait Enzo et moi en singles, avec Colin Cassidy ringside et Marcus Louis dans mon coin. Et en fait, on avait un match qu'on avait monté avec Eugene et Matt Bloom, qui étaient les producteurs du match. Et en fait, à un moment, je me souviens que je voulais montrer un peu de prise, je voulais montrer que je pouvais catcher et faire des trucs relatifs, pas cool, mais sympa, qui sortaient de l'ordinaire, que juste coup de poing, coup de pied, des cordes à linge et des trucs vraiment basiques. Et là, à un moment dans le match, je me souviens, je faisais ma leg lariat à l'époque, où je montais bien haut comme un dropkick et je lui mettais le leg lariat en plein dans la gueule, quoi. Je montais facile à un bon mètre 80 dans les airs, quoi. Bon, des fois même 2 mètres quand j'avais une bonne détente et qu'il fallait que je monte haut, par exemple, sur des mecs comme Baron Corbin. Et un jour, je fais ça dans un match, et direct, on revoyait le match avec Eugene, en préparation avec le match à TakeOver, et là, il m'est arrêté sur le match, il fait, tu vois, là, t'as fait cette prise, il y a des gens qui t'applaudissent. Et ça, tu veux pas ça en tant que heel. Et en fait, ça m'est resté dans la tête. Eugene est très old school, et c'est vrai, parce qu'en fait, je fais la leg lariat, alors oui, la plupart des gens me huaient, mais sur la leg lariat, quand même, les gens, vu que c'était vraiment très joli, avec je suis bien monté haut, et Enzo a pris une belle chute et tout ça, il y avait 2 ou 3 personnes dans la foule, ils ont applaudi parce que c'est un beau mouvement athlétique. Mais voilà, ça m'est resté. Moi, entre guillemets, on m'avait fait yesh parce que je faisais une belle leg lariat. Alors quand je vois une heel comme Tiffany Stratton qui te fait des moonsaults, qui te fait des roues, qui te fait des sauts carpés et tout,
Yo, sœur, t'as compris que t'es là pour te faire détester et pas acclamer. Enfin voilà. Après, je redis, hein, je cherche pas à lui dire comment faire son boulot, pas du tout. C'est juste mon ressenti. C'est mon ressenti, encore une fois, je vous dis, de mec qui a catché dans pas mal de pays et qui a pas mal d'expérience et aussi qui a été formé à une époque différente. Mais voilà. Enfin bref, c'est respect quand même total pour son background athlétique et c'est sûr qu'on voit Tiffany Stratton, on dit direct, bon, elle c'est une star. Ça se voit direct sur son visage et sur son corps et sur ses tenues. Oh oui, oh oui. Après ça, il y a une petite promo pré-enregistrée de la Bloodline. L'esthétique était top. Pourquoi je mentionne cette promo? Bon, même si c'était rapide. Les amis, qui a vu venir Solo Sikoa? Moi, je ne l'ai pas vu venir. Franchement, quand on était en plein dans le feu de la storyline avec Roman Reigns, et Cody Rhodes et tout, Solo Sikoa était dans le background, il faisait pas grand-chose. Et là, maintenant, le mec est complètement sorti de sa coquille et ça mousse de fou. C'est un truc de ouf. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu venir Solo Sikoa. Je ne sais pas pour vous. Dites-le dans les commentaires si, dès le début, vous saviez qu'il allait être une star comme il est et qu'ils allaient le pusher comme ils le font. Parce qu'il a quand même eu des problèmes de genoux, hein, donc il a eu des blessures. Donc je sais qu'en général, quand les mecs ont des blessures, ils sont un peu frileux de les mettre en avant et de les mettre dans des spots importants. Là, ils en ont fait nouvelle Head of the Bloodline. Le mec, il a défoncé Paul Heyman. Yo, c'est une storyline de ouf. Mais on va y revenir à la fin. Parce que donc, après cette promo de la Bloodline, qu'on n'avait pas encore vu physiquement sur le show, donc on l'attendait, on avait l'anticipation de les voir. Match en équipe, Kevin Owens, main event. Kevin Owens et Cody Rhodes contre A-Town Down Under. Alors, ce match, les amis, pour ceux qui catchent en équipe ou qui aiment le catch en équipe, pour moi, c'est pas le meilleur match en équipe de l'histoire, mais pour moi, ils ont excellemment bossé en équipe. Je vous explique très rapidement, parce qu'on est déjà presque à 3 quarts d'heure de vidéo, je comptais faire que 20 minutes. Et dites-moi si ça vous embête, soit trop long, si vous préférez des formats plus courts, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette première preview, et partagez-la, n'hésitez pas également. Faites du bruit autour de vous, je vous dis, on vise le sommet, oh oui, oh oui. Bref, dans ce match, j'ai beaucoup aimé que Kevin Owens, Cody Rhodes, à la base, c'est pas vraiment une équipe, même s'ils ont beaucoup bossé en équipe ces derniers temps. Dès le début du match, ils bossent en équipe. Ils prennent un dégât, ils bossent sur le bras, ils font une prise à deux. Dès le début, ils établissent, et ça je m'adresse en fait aux catcheurs, s'il y a des catcheurs qui regardent cette vidéo, comme je le dis souvent, quand on bosse en équipe, établissez que vous êtes une équipe dès le début du PUTIN de match. Parce que si vous faites pas ça, vous faites juste, je fais mon spot, je fais mon truc, je catch. C'est comme si vous faites des matchs simples, mais avec d'autres mecs dans le ring. C'est de la MERDE en barre. Et ça, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai fait énormément de matchs en équipe, que ce soit à Impact ou à la WWE. Pas trop à la télé, à NXT, mais sur les live events. On a été, avec Marcus Louis, les légionnaires, le premier match du Revival, des Mechanics de FTR. On a été leur premier match en équipe, je crois bien, de l'histoire. Ils n'avaient jamais vraiment bossé en équipe sur les Indies avant ça. Et leur premier match en équipe, leurs deux premiers matchs en équipe, c'était contre les Légionnaires, je crois, à Tampa et à un autre endroit. C'était pas télévisé, c'était un live event NXT. Donc tout ça pour dire, niveau catch en équipe, je peux dire que je m'y connais. Et donc dans ces cas-là, le main event, bel esprit, ils ont Cody Rhodes et Owens, dès le début, ils ont établi que c'était une équipe. Et Turn Down Under, pareil, les mecs, ils ont divisé le ring en deux, les commentateurs le disaient aussi. Ils ont chaque fois teasé le tag, ça c'est très important. Teasez-moi ce PUTIN de tag, de relais. Parce que, en fait, quand le mec se fait défoncer dans le ring, sa priorité numéro 1 doit être je dois passer le relais à mon partenaire parce que sinon, je suis dans la MERDE et je ne vais pas réussir à gagner le match et à me dégager. Et c'est ça, en fait, tout le match, ils ont mis en avant le format en équipe et c'était super. À la fin, il y a eu beaucoup d'actions en équipe aussi. Les tags ont été respectés. Franchement, j'ai été très étonné de ce main event parce que même si A-Town Down Under, alors oui, c'est deux mecs pareils qu'on a mis en équipe, je sais pas s'ils se ressemblaient physiquement, parce qu'ils avaient des personnalités assez proches l'une de l'autre en tant que heel, mais franchement, en équipe, ils bossent très très bien. À X, ils avaient fait un bon petit match aussi, je crois que c'était contre les Street Profits, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref, franchement, ça m'a étonné, j'ai beaucoup aimé ce match en équipe. Et donc, à la suite de ce match, il y a la Bloodline beatdown, la Bloodline qui intervient et qui fait le ménage sur le ring. Alors, par rapport à ça, j'ai 2 ou 3 petits commentaires. Bon, bien sûr, la Bloodline, ils sont pushés comme il faut et c'est mérité totalement parce que tous les mecs de la Bloodline, notamment Tamatonga et Tangaloa, deux bons amis qui ont vraiment payé leur dû internationalement. Ça fait ultra plaisir de voir des mecs qui se sont tués au boulot pendant des années et des années mondialement avoir un spot très important, main eventer WWE. Top, 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 bel esprit, oh oui, oh oui. Maintenant, j'ai noté plusieurs trucs dans ce segment. Primo,
Corey Graves mentionne littéralement le nom de Haku, je crois, quand Kevin Owens se met le doigt dans l'œil de Tanga Loa. Et ça, sachant qu'il y a des rumeurs qui disent qu'ils ont signé le troisième fils d'Haku, Iku Leo, je crois, oui c'est ça. Le mec il fait 2 mètres de haut, je l'ai jamais rencontré en vrai, mais le mec apparemment il fait 2 mètres de haut et il a 22, 23 ans. Je le sens qu'ils vont scinder la Bloodline et ils vont faire une Bloodline Tonga avec Haku, qui limite serait peut-être leur manager, et la Bloodline Samoa avec Solo Sikoa, Jacob Fatu, peut-être même il a encore un frère ou un cousin, je crois, qui arrive, qui va être signé peut-être bientôt. Et après encore plus, quand Roman Reigns revient avec Jay et Jimmy, là, ça va être Bloodline galore. Dans tous les cas, avec le push et la vibe qu'a la Bloodline, le retour de Roman Reigns va être gigantesque. Ça va être une pop de monstre. Ça va donner des frissons, j'en ai limite des frissons rien qu'en y pensant, parce que la storyline est tellement bien construite et tous les acteurs gèrent tellement, notamment Solo Sikoa, que les gens maintenant ils vont limite exiger que Roman Reigns revienne, et quand il va revenir et que Solo Sikoa va se retrouver face à lui, ça va faire des étincelles. Oh oui, oh oui. Maintenant, Jacob Fatu, grosse dédicace. Le mec est un athlète de ouf, il a une belle intensité. Le seul truc avec Jacob Fatu que je trouve comment dire, ou pareil, c'est en tant que worker, alors pareil, je dis pas que je fais mieux leur boulot qu'eux, ou que leur boulot qu'eux, ou que comment dire, j'ai pas de respect, pas du tout. Mais le problème de Jacob Fatu, c'est qu'il le montre comme un enforcer, c'est-à-dire vraiment le bras fort de l'équipe, c'est vraiment le genre l'enclume. Et le problème, c'est que malheureusement, il ne fait pas 2 mètres de haut pour 150 kilos. Alors attention, le mec, c'est un monstre. Hein. Je veux dire, techniquement, il fait des trucs de ouf. Mais pour moi, c'est pas un Umaga physiquement. Quand je le vois, je ne vois pas Umaga. Umaga, oui, c'était un enforcer. Le mec, il faisait 1m95 pour je sais pas combien de kilos. Jacob Fatu, il fait quand même 10 cm de moins. Et le truc, c'est que oui, ça passe. Là, quand il défonce des Kevin Owens et des Cody Rhodes. Mais le jour où il se retrouve à un Big Show, face à un Big Show ou face à un Great Khali, je sais pas, mais il y a un mec vraiment grand. Là, le visuel va manquer. Et il ne va pas faire Enforcer, il ne va pas faire bête. Je ne sais pas si vous sentez ce que je dis. Alors après, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais voilà, moi, en fait, je pense qu'on pourrait trouver un meilleur rôle à Jacob Fatu que Enforcer. On pourrait trouver, c'est le taré de l'équipe, le madman de l'équipe. C'est-à-dire que là, son point fort, c'est le fait qu'il est fou. C'est pas le fait que c'est un démolisseur. Parce que voilà, pour moi, être un démolisseur, il faut faire minimum 1m95 voire 2 mètres de haut et peser 150 kg. Là, Jacob Fatu, j'ai regardé sur Wikipédia, ils disent qu'il fait 1m88. Oui, peut-être avec des bottes. Mais parce qu'il fait à peu près la même taille que Solo Sikoa, et Solo Sikoa, je l'ai eu en face de moi. Hein, donc 1m88, si le mec fait 1m88, moi j'en fais 1m85. Mais bon, tout ça pour dire, ouais, Jacob Fatu, énorme, respect total, mais Enforcer, frérot, il te manque 40 kilos et peut-être 30 cm de plus. À mes yeux. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Oh oui, n'hésitez pas à partager les vôtres. On arrive donc à la fin de SmackDown et j'avais conclu ma prise de note. Le retour de Roman Reigns ne sera que plus grandiose. Oh oui, mais je l'ai déjà dit. Donc les amis, première review de show. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo, abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification. Ça, avant, je le disais jamais. Mais maintenant, vu que je suis très motivé à aller très loin avec cette chaîne, YouTube, s'il vous plaît les amis, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est une première. Raw est demain, lundi. Alors là, vous avez vu, on est dimanche. Vous l'aurez, j'espère, si le Wi-Fi à l'hôtel passe bien, dans la soirée. Donc il y a eu 2 jours de décalage. Je vais essayer. Je ne peux pas vous donner de date précise parce qu'en plus, avec les shows le week-end, ça va être dur des fois de s'y tenir. Mais je vais me débrouiller pour au moins que dans les 2 jours qui suivent le show, vous ayez une review. Pareil. Alors là, je commence avec SmackDown et Raw. Si vous me dites ou vous voulez voir des reviews de show, par exemple AEW, balancez-le dans les commentaires. J'essaierai de me motiver de le faire. Et ça serait intéressant parce que j'ai jamais vraiment regardé la AEW. Donc je regarderai. En attendant, encore une fois, merci à tous pour votre soutien, pour votre retour. Et travaillons tous ensemble pour faire de ce retour sur YouTube un succès. Oh oui, les amis, Tom Laruffa, commentateur de catch, TPW Premium, reviewer de shows sur YouTube et toujours catcheur devant l'éternel, vous dit oh oui, merci à vous, bel esprit. Ah